On passe maintenant à la coqueluche. La coqueluche, comme je vous avais expliqué, qui donne une pathologie respiratoire bénigne chez l'adulte, mais qui peut avoir de la gravité chez le jeune enfant, d'autant plus qu'il est petit, en particulier moins de 6 mois. Les vaccins qu'on utilise en France sont des vaccins acellulaires qui contiennent des protéines de surface et qui sont adjuvantés en sel d'aluminium. La protection est limitée dans le temps. Elle protège en tout cas 90% des formes graves si on est à jour des rappels et ne protège que 15% de toutes les formes de coqueluche. L'immunité après l'infection naturelle est estimée à environ une dizaine d'années. Donc il n'y a pas lieu de revacciner quelqu'un qui a une coqueluche inférieure à 10 ans. Les effets indésirables sont les mêmes que précédemment, avec une réaction locale, rougeur, tuméfaction, douleur aux alentours de 10%, de la fièvre généralement modérée et de très rares réactions allergiques. Les formulations disponibles, il n'existe pas ce vaccin seul en France. Il est toujours associé au DTP, donc on l'aura avec le tétravalent, le pentavalent et l'hexavalent. Les contre-indications, je vous en ai touché un petit mot tout à l'heure, donc outre les réactions d'hypersensibilité à un des composants, ça sera des histoires de troubles neurologiques survenus lors d'une précédente injection. Les recommandations vaccinales similaires du coup aux précédentes, à la primo-vaccination à 2 mois et 4 mois et le premier rappel à 11 mois qui est obligatoire. Le rappel à 6 ans, alors les 3 premières injections avec l'hexavalent, le rappel à 6 ans avec le tétravalent et entre 11 et 13 ans avec le tétravalent également, puis à 25 ans. Au-delà, le trivalent peut suffire si on n'est pas en contact avec des jeunes enfants. La nouveauté de cette année, c'est que pour les femmes enceintes, on propose la vaccination dès le 2e trimestre, idéalement entre la 20e et la 36e semaine d'aménorrhée, pour chaque grossesse, même si elles sont rapprochées, avec le tétravalent Boostrix Tetra ou Repevax. L'objectif, c'est de stimuler la production d'anticorps afin d'avoir un passage transplacentaire d'anticorps qui va protéger pendant plusieurs mois le bébé à naître. Si la patiente n'a pas été vaccinée pendant la grossesse ou que l'accouchement a eu lieu moins de 4 semaines après la vaccination, on va employer la stratégie du cocooning qui était celle qu'on utilisait auparavant, c'est-à-dire qu'on va mettre à jour les vaccinations de l'entourage. Pour les personnes de moins de 25 ans, on va leur proposer le tétravalent si la dernière dose date de plus de 5 ans. Et pour les plus de 25 ans, on leur proposera le tétravalent si la dernière dose date de plus de 10 ans. Ceci afin d'éviter que le bébé soit exposé à la coqueluche. Pour les professionnels de santé, je vous en ai déjà parlé, il est recommandé que les rappels soient faits avec le tétravalent plutôt qu'avec le trivalent, en particulier si on est en contact avec des enfants de moins de 6 mois, mais c'est de toute façon recommandé pour tout le monde. On passe maintenant à l'hémophilus. L'hémophilus, vous vous souvenez, c'est ce bacille gram-négatif encapsulé, en tout cas pour l'hémophilus influenza B, qui donne des infections des voies aériennes supérieures, sinusite, otite, des surinfections de BPCO, des pneumonies, mais également chez l'enfant qui était responsable de pathologies beaucoup plus sévères, des méningites, et également une pathologie qu'on voit quasiment plus depuis la vaccination, qui est l'épiglottite,
qui pouvait se compliquer d'un arrêt respiratoire par obstruction des voies aériennes. Donc, le vaccin utilise justement le fait que la bactérie soit encapsulée. C'est un vaccin polysaccharidique, donc qui utilise un bout de capsule en fait de la bactérie qui est conjugué à une protéine porteuse. Cette protéine porteuse qui est une protéine tétanique et qui va permettre de booster l'immunisation et de la rendre plus durable. Il est adjuvanté en sel d'aluminium et il confère une protection à 95%. Les effets indésirables, les mêmes que ceux vus précédemment, les réactions locales, un peu de fièvre, asthénie et très rarement des réactions allergiques. Et plusieurs formulations disponibles, donc il est disponible seul, il s'appelle alors Act-HIB, mais sinon il est inclus dans les vaccins pentavalent, Enfarix Kenta et Pentavac, et vaccins hexavalent, Enfarix Hexa, Exion et Vaxelis. Donc, les recommandations vaccinales, c'est que la primo-vaccination avec l'hexavalent est obligatoire à 2 mois, 4 mois, ainsi que le rappel des 11 mois. Là, on va aller un petit peu au-delà du topo, c'est-à-dire que le vaccin Actachib, ensuite, lui, va être proposé, en particulier chez certaines personnes immunosupprimées, les aspléniques. Ou ceux qui ont une hyposplénie ou une asplénie fonctionnelle, c'est-à-dire soit pour une raison traumatique ou maladie hématologique, on aura pu leur enlever la rate ou ils ont eu la rate détruite à cause d'un traumatisme, ou les patients qui ont eu la rate détruite pour une autre pathologie, par exemple la drépanocytose, qui petit à petit détruit la rate. Et chez ces patients-là, ils sont beaucoup plus à risque de faire les infections à Haemophilus influenza B. Et c'est chez eux qu'on proposera le vaccin qu'on retrouve avec la valence isolée. Chez les enfants qui n'auraient pas eu la primo-vaccination, en fait, au-delà, on ne propose pas de rattrapage parce que le risque est nettement moindre. On ne va pas proposer à un adulte qui n'a pas de pathologie particulière ou un adolescent de se faire vacciner alors qu'il n'a pas de risque de faire de méningite à hémophilus ou d'épiglotite. En revanche, chez les petits enfants qui seraient en retard ou qui n'auraient pas eu l'hexavalent ou le pentavalent, on leur propose le rappel entre 6 mois et 12 mois. On leur fait 3 doses à 0, 1 mois et 6 mois. Et pour les enfants de 1 an à 5 ans, on leur fait une seule dose du vaccin monovalent. Bon, ce n'est pas la population que vous êtes amené à vacciner. C'est pour ça que je ne l'ai pas noté dans le topo. On passe à l'hépatite B. Alors, je vous rappelle, une infection virale qui est transmise par voie sexuelle, sanguine ou verticale de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou l'accouchement, et rarement dans l'entourage familial d'un patient. Le problème de cette maladie, c'est quand elle devient chronique, elle peut aboutir à la cirrhose, le foie cirrhotique dont vous voyez un schéma à droite, qui est un foie tout fibrosé, cicatriciel, et qui n'arrive plus à jouer ses différentes fonctions, à la fois de métabolisme, d'épuration, de synthèse de protéines, etc. Le vaccin contre l'hépatite B est un vaccin inactivé, sous-unitaire. Il contient la protéine de surface du virus qui s'appelle la protéine HBS. C'est l'antigène de surface. Il est adjuvanté par des sels d'aluminium et la protection est excellente à plus de 95% s'il est fait avant 20 ans. Elle est un peu moins efficace si la vaccination est réalisée au-delà.
Les effets indésirables sont des réactions locales, hein, pour rappel rougeur, douleur, tuméfaction, dans environ 10% des cas. La fièvre, les céphalées sont des phénomènes assez rares et les réactions allergiques graves, en tout cas significatives, euh, à peine 1 à 2 par million de vaccinations. Là où je vais insister, c'est qu'il n'y a pas de surrisque de sclérose en plaques. C'est-à-dire qu'il y a eu à une époque une polémique comme quoi le vaccin de l'hépatite B pouvait provoquer la sclérose en plaques. Il y a eu des études fausses qui ont été retirées et il y a eu de nombreuses études qui ont montré qu'il n'y avait absolument aucun surrisque. L'avantage en tout cas maintenant de vacciner les enfants, c'est que les enfants ne font pas de sclérose en plaques et que donc on ne peut pas rentrer dans ce type de polémique. Vous savez qu'un des problèmes de la vaccination et qui aboutit à l'hésitation vaccinale, c'est qu'on vaccine généralement des gens bien portants. Donc s'il se passe quelque chose après, c'est facile, on va dire, de l'attribuer au vaccin. Euh, les formulations disponibles, il est disponible entre guillemets seul, sous formulation infantile, moins de 16 ans, Ingerix B10 et HBV Axpro 5, et formulation adulte, l'Ingerix B20 et l'HBV Axpro 10. Il existe également en combinaison avec l'hépatite A, il s'appelle alors le Twinrix, et il est disponible à partir de 16 ans. Et sinon, il est disponible dans le vaccin hexavalent dont on a discuté tout à l'heure, l'Infarix Hexa, Hexion et Vaxelis. Il est alors combiné avec diphtérie, tétanos, coqueluche, polio et l'Haemophilus influenza B. Les recommandations vaccinales actuelles sont une primo-vaccination qui est obligatoire avec l'hexavalent, 2 mois, 4 mois, et le premier rappel des 11 mois obligatoire. Et un rattrapage, en fait, qu'il va falloir faire très très largement, parce que les vaccinations obligatoires ne datent pas de très longtemps. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'enfants et d'adultes qui ne sont pas vaccinés. Alors les recommandations pour les rattrapages sont actuellement de 11 à 15 ans de faire soit l'Ingerix B10 ou l'HBV Axpro 5, 3 injections M0, M1, M6, donc on vaccine, puis 1 mois plus tard et 6 mois plus tard on vaccine. Il faut savoir que ce sont des intervalles minimum en fait, hein, de 1 mois entre la première et la deuxième et de 5 mois entre la deuxième et la troisième. Si pour des raisons X ou Y, il y a du retard qui a été pris, ce n'est pas du tout problématique quant à l'efficacité de la vaccination. Chez les enfants, les adolescents de 11 à 15 ans, il y a aussi l'Ingerix B20 en fait qui peut être utilisé dans un schéma à 2 doses, euh, une dose puis une deuxième dose 6 mois plus tard. Au-delà de 16 ans, ça sera l'Ingerix B20 ou l'HBV Axpro 10, ou si l'immunisation contre l'hépatite A est indiquée, vous pouvez utiliser le Twinrix combiné avec l'hépatite A. Et là, le schéma sera également M0, M1, M6. Pareil, s'il fait M0, M1 et puis en fait que vous le revoyez 1 an plus tard, c'est pas grave, on fait la troisième dose. La vaccination est considérée comme complète. Pour les patients ayant besoin d'une immunisation rapide, parce qu'ils risquent d'être exposés peut-être via des voyages ou autre, il faut utiliser l'Ingerix B20 avec un schéma J0, J7, J21, mais pour permettre une immunité qui sera durable, il faudra faire un rappel à 1 an. Donc, il aura eu au total 4 doses. Et chez les patients qui doivent être mis en dialyse ou immunosupprimés,
il va falloir utiliser un schéma vaccinal renforcé avec l'injex B20 double dose, donc on fait 2 injections le même jour à M0, M1, M2 et M6, donc au total 8 injections. Les recommandations actuelles sont en ce sens, sachant qu'il n'y a pas tellement de données pour dire que c'est meilleur que de faire double dose M0, M1, M6 uniquement et de pas faire le M2. Mais les recommandations en tout cas du calendrier vaccinal, donc ceux que vous devrez appliquer pour l'instant, c'est M0, M1, M2, M6. Si nécessaire, c'est-à-dire à la fois pour des raisons professionnelles, mais aussi pour des raisons d'exposition fréquentes, en tout cas potentielles, donc par exemple chez les patients dialysés ou chez les patients homosexuels masculins, le contrôle des anticorps anti-HBs pourra être réalisé 1 à 2 mois après la dernière dose. C'est à ce moment-là qu'ils seront les plus hauts et qu'on aura la meilleure chance de voir la séroconversion. Donc, je rappelle, le vaccin, c'est l'antigène de surface, c'est la protéine HBs, et donc qui va aboutir à la formation d'anticorps anti-HBs. J'ai dit aussi, par exemple, chez les conjoints ou dans le foyer d'un patient atteint d'hépatite B. Concernant les professionnels de santé, très important, l'immunisation est obligatoire, y compris pour les étudiants, donc des filières médicales, médecine, chirurgien, dentiste, pharmacien, sage-femme, les infirmiers, masseurs kinés, pédicure, podologues, les manip radio, aides-soignants, les ambulanciers, les auxiliaires de puériculture, les techniciens de labo et les assistants dentaires. Chez les professionnels non répondeurs, après 6 doses, on s'arrêtera à 6, on va pas les bloquer dans leur choix de carrière, mais une surveillance sérologique annuelle pourra être proposée si elle est considérée comme justifiée au égard du poste occupé. Il existe un algorithme pour le contrôle de l'immunisation des professionnels de santé. Donc en général, on s'en occupe dès les études, soit ou à l'embauche. Soit la personne vous montre un résultat montrant des anticorps anti-HBs supérieurs à 100 unités par litre. Là, c'est bon. Il est immunisé et l'affaire est réglée. S'il n'a pas de tel résultat, on dose l'anticorps anti-HBC. Alors, l'anticorps anti-HBC, c'est l'anticorps que l'on produit quand on a eu une infection naturelle contre l'hépatite B. Enfin, par l'hépatite B, pardon. D'accord? L'anticorps anti-HBs, on le produit, lui, dans 2 cas. Soit on a été juste vacciné, dans ce cas on aura un anticorps anti-HBs isolé, soit on a eu une hépatite B, mais on a, entre guillemets, guéri de l'hépatite B, et dans ce cas, dans notre sérologie, on aura l'anticorps anti-HBC et l'anticorps anti-HBs concomitamment présents. Enfin, dans la sérologie de l'hépatite B, il y a aussi l'antigène HBs. Lui, l'antigène HBs, qui est donc la protéine de surface, elle renseigne sur le fait que le virus est présent. Donc, il définit, s'il est présent, il définit l'hépatite B. Donc, quelqu'un qui a une hépatite B chronique, il a l'anticorps anti-HBC qui est positif, l'antigène HBs qui est positif. Par contre, il n'a pas encore pu développer d'anticorps anti-HBs parce qu'il n'a pas guéri. Puis une des autres valeurs qui est un peu
pas tout à fait parallèle, mais presque, à l'antigène HBS. C'est l'ADN VHB, la charge virale. Donc là, c'est une PCR qui permet de détecter le génome de l'hépatite B et qui sera positif également chez les gens qui ont une hépatite B chronique. Et donc, dans l'immense majorité des cas, ils auront un antigène HBS. Très très rarement, ils peuvent avoir un anticorps anti-HBC isolé. Certains patients peuvent avoir perdu l'antigène HBS, mais avoir encore une virémie. Alors, je reprends. Donc, on disait, si l'anticorps anti-HBS est supérieur à 100, on est immunisé. Si je n'ai pas cette preuve-là, je fais l'anticorps anti-HBC et anti-HBS. L'anticorps anti-HBC n'est pas détecté, ça veut dire que je n'ai jamais été exposé au virus de l'hépatite B. L'anticorps anti-HBS est supérieur à 100. On revient au premier cas, la personne est immunisée et peut exercer sa profession sans problème. En revanche, si l'anticorps anti-HBS est inférieur à 100, il faut voir si la vaccination a été menée à son terme et documentée. En pratique, le patient présente son carnet de santé ou son carnet de vaccination dans lequel il est tamponné qu'il a eu les 3 doses de vaccin de l'hépatite B. Si j'ai effectivement la preuve de vaccination et un anticorps anti-HBS supérieur à 10, on s'arrête là, la personne est immunisée. En revanche, si l'anticorps anti-HBS est inférieur à 10, on va faire une injection complémentaire d'Ingerix B20 par exemple. Un mois plus tard, on va contrôler les anticorps. Les anticorps sont supérieurs à 10, c'est bon. Ils sont inférieurs à 10, on refait une injection. Un mois plus tard, on contrôle les anticorps. Ils sont supérieurs à 10, c'est OK. Ils sont inférieurs à 10, on refait une injection. Et un mois plus tard, on contrôle les anticorps. S'ils sont supérieurs à 10, c'est bon, il est immunisé. S'ils sont inférieurs à 10, on a fait 6 doses au total. Là, les 3 dont il avait amené la preuve, et puis 3 supplémentaires. Là, on va considérer qu'il est non répondeur. On va s'arrêter là, on va pas le vacciner au-delà. On retourne à ce niveau, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui n'a pas d'anticorps anti-HBC, donc n'a jamais été exposé au virus de l'hépatite B, et a des anticorps anti-HBS inférieurs à 100, et soit n'a pas de preuve de vaccination, soit n'a jamais été vacciné, soit a été vacciné de façon incomplète. Si les anticorps anti-HBS sont supérieurs à 10, juste on complète le schéma vaccinal, donc les doses manquantes dans la documentation, et puis sans avoir besoin de contrôler, une fois le schéma vaccinal complété, on considère que le patient est immunisé. Donc, je vous rappelle le schéma vaccinal M0, M1, M6. S'il a déjà eu une dose il y a quelques années, je fais une injection, j'attends 5 mois pour faire la suivante, et c'est fini. S'il a déjà eu 2 doses, je fais juste une injection. On revient ici, si les anticorps anti-HBS sont inférieurs à 10, je complète le schéma vaccinal et là, en revanche, je vérifie l'anticorps anti-HBS. Il est supérieur à 10, la personne est immunisée. L'anticorps anti-HBS est inférieur à 10. On refait la même stratégie, c'est-à-dire que tous les mois, on vaccine, le mois suivant, on contrôle. Si on est inférieur à 10, on continue. Si on est supérieur à 10, on est immunisé. Une fois qu'on est arrivé à un total de 6 doses, on arrête. La personne sera considérée non répondeuse. Enfin, on va passer au cas suivant où la personne a des anticorps anti-HBC détectés. Donc là, ça concerne moins finalement un topo contre la vaccination. Mais bon, comme vous êtes professionnel de santé, c'est important aussi de le savoir.
Anticorps anti-HBC détecté, donc il a été exposé à l'hépatite B. Là, dans ce cas, on a besoin d'avoir l'antigène HBS et la charge virale, l'ADN VHB. Les anticorps anti-HBS sont supérieurs à 10, il n'y a pas d'antigène HBS, il n'y a pas la charge virale est négative, c'est un patient qui a guéri et qui a eu une immunité post-vaccinale. Alors pourquoi je disais tout à l'heure guéri entre guillemets, en fait c'est parce qu'on considère que vu que l'ADN du virus généralement s'est intégré, on n'a jamais totalement guéri et que sous l'effet d'une forte immunosuppression, en particulier par des anti-CD20, une rechute sous traitement anti-CD20, par exemple avec rituximab, une rechute est toujours possible. Peu importe, c'est pas réellement le sujet du jour. Si on a des anticorps anti-HBS inférieurs à 10 et que l'antigène HBS et l'ADN VHB sont négatifs, un patient qui a été infecté, on l'appelle core only, core parce que HBC c'est l'antigène core du cœur du virus, on va dire, de la capside. Dans ce cas-là, en fait, le patient a guéri, mais il n'a pas développé les anticorps anti-HBS pour être, on va dire, encore un peu plus sûr qu'il soit guéri. Là, vous prenez un avis infectiologique pour la suite. Et si l'antigène HBS est positif ou l'ADN viral positif, dans ce cas, il a une hépatite B active.